Autriche. Ouais. Tu valides? Je valide. Bravo. Yo yo yo, c'est votre présentatrice Never Off. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé de super vacances d'été. Pour ma part, c'était au top. Je me suis perdue à la Feverfest, je me suis perdue à la Whitechella, je me suis perdue à la Smile. Franchement, c'était génial, je me suis éclatée. J'espère que c'était le cas aussi pour vous. Avant de vous présenter l'invité du jour, je tenais d'abord à vous présenter le lieu. On a level up les guys, on a vraiment level up. Ok d'accord, l'atelier Marsal Textile était super, merci beaucoup Lisa, big up. Mais là, on se retrouve du coup au Mercure Kourou Ariatel et c'est le nouveau lieu officiel de Black Art Peace. Je vous laisse découvrir les images. Donc aujourd'hui, nous accueillons notre invité, artiste peintre que vous devez connaître et que vous avez sûrement vu sur les réseaux sociaux, Couleur. Comment ça va, Couleur? Très bien, et toi? Ça va, ça va. Pas trop stressé? Je fais au mieux. Tu fais au mieux. T'inquiète pas, ça va aller, c'est une discussion tranquille. On commence? Oui. Allez. Première question. Peux-tu nous parler de tes débuts artistiques et de ce qui t'a poussé à suivre cette voie créative depuis un si jeune âge? J'ai commencé donc la peinture en atelier pour avoir une activité sportive et une activité artistique, un espèce d'équilibre. Et ce qui m'a poussée à être artiste peintre, c'était un long chemin. Ça a été un long chemin, je voulais pas faire ça au début. Et puis, je vais dire que c'est la période Covid. Okay. Durant la période Covid, je me suis dit, en fait, faut vivre sa vie. Ouais. Et je me suis dit, je veux être artiste peintre. Donc j'ai quand même passé mon diplôme en me disant j'aurai diplôme en poche, comme ça pas de souci après. Et j'ai basculé sur cette expérience d'artiste peintre qui est indescriptible. Ouais, j'imagine. T'as dû en vivre des choses. De toute façon, là, avec toutes mes questions, je pense qu'on on va découvrir un peu tout ça. Et donc, du coup, tu as commencé tes études en filière scientifique, c'est ça? Et donc après, tu t'es orientée vers l'art. Oui. Peux-tu nous expliquer du coup ce changement de direction? Est-ce que ça a impacté ton art? Parce que du coup, tu as commencé la peinture depuis toujours, même si c'est depuis la période Covid où tu as décidé d'en faire vraiment ta carrière, mais avant. Alors, je sais pas si j'ai vraiment changé de direction. Ouais. Je pense que je mélange un peu les deux. C'est important pour moi tout ce côté scientifique que je retrouve dans les mélanges de couleurs, les textures ou les mélanges d'inspiration qui se basent aussi sur tout ce qui est le vivant, le mouvement, le moléculaire, tout ce qui est corporel aussi, tout ce qui vit tout simplement. Et j'ai basculé entre guillemets cette filière scientifique que j'ai commencé avec le bac, parce que je me suis dit, et on se dit souvent tout ça, ça ouvre toutes les portes. Ouais, j'y vais direct. Ça ouvre toutes les portes et puis ça permet d'avoir des bases solides, ça permet de s'intéresser aussi à tout ce qui touche au vivant, etc. Blabla. Et comme ça me plaisait bien, pourquoi pas partir dans ça. Et après, je me suis dit qu'en fin de compte, l'art c'était un moyen aussi de retrouver plusieurs domaines et de pas avoir à choisir entre si je préférais plutôt les sciences, si je préférais plutôt que ce soit la littérature ou d'autres domaines. Et je me suis dit, en vrai, l'art, ça me met bien. Hein. Donc du coup, je suis partie plutôt sur ce créneau-là. Ok, super. J'aime bien comment t'expliques. Surtout, en fait, ce mélange, parce que on pourrait penser, en fait, qu'en faisant une filière scientifique, au final, tu aurais tout mis derrière et puis, du coup, en faisant de la peinture, tu n'associerais pas du tout. Mais au final, c'est vrai qu'en expliquant, voilà, c'est le côté, ce que tu dis, le vivant, le moléculaire, c'est super intéressant. J'aime bien ce mélange. C'est cool. Et donc, du coup, tu nous as dit que tu as décidé de poursuivre cette carrière pendant la période Covid. Est-ce que c'était une décision qui était évidente à prendre ou tu as quand même mis du temps à réfléchir? Parce que bon, on sait qu'être artiste, c'est pas facile. Donc, est-ce que tu as vraiment réfléchi ou pour toi, c'était vraiment
gigot et c'est ça maintenant et c'est tout. On va dire que je me tâtais. Okay. Je me suis tâtée 2 fois avant de me dire j'y vais. Une première fois, c'était juste après mon CAP esthétique. J'ai passé un entretien dans une école pour passer une MANA, une mise à niveau en art appliqué, qui permet de voir un petit peu tous les domaines artistiques. Et même plus, puisqu'il y avait de l'architecture, il y avait de la com, enfin, on touche un peu à tout. Et je me suis dit, je vais y aller, je passe mon entretien, ma mère n'était pas au courant. Et j'ai été acceptée à l'école. Et là, je me suis dit, bon, là, j'ai été acceptée, je vais dire à ma mère quand même. Je vais dire à ma mère que je vais m'installer à Toulouse et que pendant 1 an, je vais faire ça. Donc, ça a été une petite pause entre, on va dire, tout ce parcours scolaire où on doit absolument avoir le baccalauréat pour pouvoir un petit peu plus voler de mes propres ailes. Là, c'était le moment aussi, rupture, c'est ce que j'ai envie de faire. Je veux faire ça, l'école c'est bon, j'ai mon diplôme. Et après, c'était pas suffisant, il fallait quand même minimum un bac+3. Je voulais quand même avoir une certaine sécurité, parce que le milieu artistique, c'est quand même... Même si c'est beau, c'est beaucoup de risques à prendre. De quoi je parle. Mais même artistique et entrepreneuriat. Sur le coup, je me suis dit, je suis pas encore prête. Il me faut encore un petit peu de temps et je savais pas trop comment m'orienter parce que il y a le parcours, enfin, il y a la possibilité de rentrer aux Beaux-Arts qui permet d'avoir la théorie, la pratique, etc. et d'avoir vraiment un cadre fait pour ça. C'est un milieu pour développer tout ce qui est vraiment artistique. Et puis il y a aussi le côté art plastique, entre guillemets. L'art plastique, moi j'associe plus ça à ce qui va être soit communication, soit l'art plastique, ça va être des installations, des choses, collage, etc. C'est plutôt moderne. Alors que pour moi, les beaux-arts, c'est plutôt antiquité. Et je savais pas encore vers quoi je voulais aller. D'accord. Je savais pas comment me positionner parce que l'art c'est pas quelque chose dont je parle beaucoup avec ma mère, j'ai pas d'exemple autour de moi, je sais pas comment est-ce qu'on commence, et je voulais pas non plus biaiser ce que j'étais. Je voulais pas, parce que le piège avec les écoles, c'est que une fois qu'on apprend quelque chose, on se perd un petit peu dans cet apprentissage-là et on perd la patte et la fibre artistique. Et je voulais pas rentrer dans le piège de me perdre dans ça. Donc je me suis dit, ok, je vais faire autre chose. J'ai commencé ma licence en conservation du patrimoine. Je suis pas restée très loin de la peinture, mais ça m'a permis d'apprendre, en fin de compte, tout ce qui va être de l'ordre, entre guillemets, de l'artisanat, de l'art pictural. Puisqu'on va apprendre à monter une toile, on va apprendre même la fibre en elle-même, le tissu, comment est-ce qu'il évolue à travers le temps, enfin... plein de paramètres super importants et super intéressants qui permettent à la fois d'être dans ce côté scientifique c'est ce que j'allais dire et dans ce côté artistique. Et ça a continué de m'inspirer, ça a continué. J'ai passé ma licence. Et après, je me suis dit, merci, c'était période Covid, je me suis dit, là, je vais me lancer. Et en fait, je me suis lancée un peu en même temps. C'est-à-dire que j'étais toujours en études en dernière année. Je me suis dit, je vais essayer sur les réseaux sociaux, avec Instagram, pour partager ce que je faisais. Ça a été un cap compliqué, ça aussi, parce que partager ce qu'on fait de façon intime, au début, j'avais un peu honte. Au début, j'avais un peu peur. Et puis je me suis dit, allez, ça suffit, on arrête de chercher des excuses et c'est maintenant. C'est maintenant parce que après, soit je me trouve une stabilité, soit je le fais maintenant. Donc j'ai passé ça et ça s'est plutôt bien passé. Franchement, comment je pourrais dire ça, la transition entre la fin des études et la vie artistique, ça s'est très bien déroulé. Je me suis mise à voyager, je me suis mise à faire des expos, à peindre, c'était très fluide. Et après, là, j'ai mis la ceinture. Là, il fallait vraiment tenir, quoi. Il fallait s'attacher parce que c'était les montagnes russes. Le casque. On y est encore, hein, mais... De toute façon, je pense que ça va être comme ça tout au long. Ça va être les montagnes russes et puis... plus ou moins bien équipé, plus ou moins bien préparé, mais toujours oui.
Faut toujours être bien attaché. Oui. Alors du coup, prochaine question. Comment cette crise, donc la crise du Covid, a-t-elle influencé ton parcours artistique et ta perception de ton art? Alors, pour la perception de mon art, on va dire que c'est là que j'ai commencé à décloisonner les choses. Justement, le fait d'être cloîtrée, à chercher à s'échapper. Et en fait, ça a vraiment impacté parce que c'est à ce moment-là que je me suis dit... Ça a pété toutes les barrières, en fait, toutes les limites que je m'étais mises. Je me suis dit, mais le monde, de toute façon, marche sur la tête. À cette période-là, on a clairement vu que le monde marchait sur la tête. Et je me suis dit, ok, j'ai mon diplôme. Ça m'a rassurée. J'avoue, ça m'a permis de me lancer assez facilement. Et la crise Covid, elle a acté ce départ de carrière. J'aime trop. Alors, du coup... peux-tu nous en dire plus sur ta formation en conservation du patrimoine que tu as passée à Lyon et comment cela a pu enrichir ta pratique artistique? Alors, la licence de conservation du patrimoine, donc en 3 ans, a été assez intense d'un point de vue scolaire, puisque le programme était dense. On a abordé autant ce qui était donc sciences, physique, chimie, mathématiques. On a abordé aussi tout ce qui était aussi le corps humain. Donc on avait carrément des cours d'anatomie, des cours de dessin, des cours sur la couleur, parce qu'il fallait comprendre aussi la couleur. Quand on restaure une peinture, on a d'abord tout un travail, je vais aborder ça comme ça. Oui. Quand on restaure une peinture, on va d'abord avoir une recherche. On va faire un travail historique pour savoir d'où elle vient, ce par quoi elle est passée, est-ce qu'il y a déjà eu des restaurations. Et ça, c'est important parce que ça va nous permettre de faire un diagnostic. Et avec ce diagnostic-là, on pourra adopter un protocole le plus adapté. Donc en fonction de sa date, et ça c'est important aussi, les cours de physique-chimie qui nous permettent de faire des tests et qui nous permettent de savoir jusqu'à quand ça remonte. C'est très dense, c'est varié, c'est large et en même temps il faut que nous-mêmes on aille faire encore d'autres recherches alors que le cours en lui-même est déjà conséquent. Et en plus de ça, le fait d'arriver quelque part où je ne connaissais absolument pas la ville, je connaissais Paris mais je connaissais pas du tout Lyon et sa mentalité. Et c'est une mentalité à part, c'est-à-dire qu'il faut s'adapter. Mais ça a été assez compliqué parce que, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on va dire que ça a été un choc des cultures. Ouais. C'est vrai que Lyon, je connais pas vraiment, donc c'est vrai que pour le coup je peux pas... Ouais, ça a été un gros choc des cultures et des générations aussi, et ça m'a donné de la force aussi, ça a enrichi aussi mon processus artistique parce que ça m'a permis aussi tant de découvrir tout ce qui était théorie et pratique, mais aussi d'aller dans un environnement que je connais pas, vers des personnes que je ne connais pas et de en fin de compte créer des liens à partir de rien et à partir aussi des fois de gens avec qui je n'ai pas envie de créer de liens. On est souvent forcé, malheureusement. Donc là maintenant on arrête les questions et on passe au quiz. J'ai écouté vos suggestions, ok d'accord, la partie quiz à la fin, les 10 questions c'est trop long, blablabla. Bla, bla, bla. Ok, là on change tout, c'est tout nouveau, vous allez me dire, donnez-moi d'ailleurs votre avis dans les commentaires. Au final ça va être des questions n'importe comment et puis Couleur va devoir y répondre. Et elle aura son score à la fin. T'es prête ? C'est parti. Question 1 du quiz. Quel célèbre artiste a peint La Nuit étoilée ? Réponse A, Claude Monet. Réponse B, Léonard de Vinci. Réponse C, Vincent Van Gogh. Ou réponse D, Salvador Dali. Réponse C, Vincent Van Gogh. Tu valides ? Je valide. T'es sûre ? C'est bien, bravo. 1 point. Question 2. C'est sur combien ? 10. Ok. Et t'as une question bonus à la fin. Ok. Et la question bonus est vraiment très simple. Ok. Question numéro 2 du quiz. À quel courant de peinture appartient Impression Soleil Levant de Claude Monet ? Réponse A, l'impressionnisme. Réponse B, le pointillisme. Réponse C, le cubisme. Ou réponse D, le surréalisme.
Je dirais... À quel mouvement? Quel C'est courant, ça, ouais. à quel courant ouais. je peux? Je dirais impressionnisme. Et c'est qui l'auteur? Claude Monet. Monet? Ouais, impressionnisme. Impressionnisme, Ouais. t'es sûre? Ouais. Bravo. Ok. Non, c'est bon. J'ai hésité avec pointillisme, mais non, je pense que c'est plutôt... C'est vrai. Bon, après, l'impression aussi, elle est Oui. pas... Je Non, pense que... il me semble que c'est plus Mais c'est bien impressionnisme. ça, du coup. C'est Ok. l'impressionnisme. Donc, du coup, ça te fait 2 points. Bravo. 2 points. J'ai 2 points. Oh. Question numéro 3. Lequel de ces peintres n'est pas un peintre cubiste? Réponse A, Pablo Picasso. Réponse B, Paul Cézanne. Réponse C, Salvador Dali. Ou réponse D, Gustave Klimt. Cubiste, hein? Klimt. Qui n'est pas Klimt. Ouais. Qui n'est pas. Qui n'est pas? Oui. Tu m'as dit Klimt? Oui. T'es sûre? Oui. Bravo. Il me semble que Klimt, ouais. C'est lui qui fait des trucs dorés, je crois, avec le baiser. ouais, j'adore cet artiste, il est super. Du coup, on reprend son interview. Ça va, ça t'a un petit peu donné un petit coup de chaud, Un non? petit coup de boost? Ouais. Là, on va se redétendre, Ok. tranquille, et après, ça va revenir. Ok. Attention, donc faudra être prête. Hein. Ok. Alors, du coup, qu'est-ce qui te motive le plus à créer de l'art et comment décrirais-tu l'émotion que cela te procure? Je sais pas si c'est vraiment une motivation. Je vais parler en toute transparence en tant qu'artiste. Je pense que c'est plutôt de l'ego. Ah. C'est souvent un défouloir, un besoin de rugir quelque chose et de le voir, de pouvoir matérialiser quelque chose qu'on ressent, quelque chose soit qui nous pèse, soit qui nous a fait du bien et de pouvoir lui donner vie. Moi, je vois ça comme ça. Je m'inspire de la nature. L'émotion que ça me procure, il y a plusieurs émotions. Il y a avant, pendant et après. Ok. Avant, c'est souvent, je suis un peu stressée parce que je me dis c'est qui tout double. Parce que je fais aucune préparation avant. Je me lance directement sur la toile. Ok. Donc je prépare mon petit matériel, il y a la petite adrénaline qui monte, mais la petite excitation en même temps de tout bien installer, tout ce dont j'aurais besoin. Et ensuite je me lance. Et à ce moment-là, rien, vide. Je ressens rien, j'écoute juste de la musique. Donc sur le coup, je ressens pas ce que ça me procure. À la fin, je me sens juste apaisée. Et c'est là que je sais si j'ai bien peint ou pas. Ok. Ça t'est déjà arrivé de justement te lancer dans ce processus de peindre et au final à la fin te dire ah, non Oui. c'est pas ce que je voulais exprimer, c'est pas ce que je voulais. Ouais. Oui, souvent. Et qu'est-ce que ça t'arrive? Enfin qu'est-ce que tu fais du coup quand ça t'arrive? Tu repeins par dessus ou tu? Ouais. Ouais. J'essaye de repeindre par-dessus au maximum. Et après, au bout d'un moment, des fois j'arrive à saturation. Même la toile, elle me dit la peinture elle sèche plus ou même il n'y a plus de place, etc. Et du coup, à ce moment-là, c'est frustration. Ok. Parce que je me dis j'ai raté ma toile, j'ai pas réussi à en sortir quelque chose même si j'essaie de la rattraper. Donc au début c'était je la déchire et je la jette. Ok. Après ça a été je la mets dans un coin et je veux plus te voir. Et elles peuvent rester là 5-6 ans. Ok. Et après en ce moment c'est plus j'y vais par parcimonie, donc je peins un petit peu et j'écoute plus ce que je fais et je me dis là c'est bon, aujourd'hui je reviendrai demain ou je reviendrai plus tard parce que là je ferai n'importe quoi. Et j'arrive de plus en plus à sentir ce moment où je sais que là c'est pas bon. T'arrives à la limite. Ouais, c'est pas bon. Comment décrirais-tu ton style? Est-ce qu'il y a des artistes ou des mouvements artistiques qui ont particulièrement influencé ton style? La première artiste qui m'a influencée, et je tiens à dire que c'est une femme, parce que c'était important pour moi, c'est Frida Kahlo. Ok. J'aimais beaucoup son approche très intime, parce que des autoportraits, elle raconte sa douleur, son histoire, elle parle aussi de... Enfin, elle aborde plein de sujets auxquels je me suis très vite rapprochée. Et il y en a eu un deuxième, c'était Henri Matisse. Alors lui, c'est pour les couleurs. Alors lui, très clairement, il a influencé tout ce qui est couleur. Et en plus de la couleur, il y met aussi ce qu'il a fait à la fin de sa carrière, du collage. Et ça permet d'avoir une dynamique entre la couleur et en même temps
toute cette dimension artistique que peut pas donner la peinture. Donc lui, il mêle plein de choses. Et ce côté où il voyage aussi également, c'est un artiste qui voyageait, ça m'a influencé, ça a impacté ce que je fais actuellement. Et même si je perds de plus en plus ces inspirations, je le sens. Au début, j'étais vraiment très... j'aime beaucoup ce qu'il fait, comment ça peut m'inspirer. Et à créer un petit peu comme ça avec ce que j'avais autour de moi. Et là, maintenant, c'est plus de côté. Mais pour répondre à ta question, s'il y a des artistes qui m'ont inspirée, ça va être ces deux-là. Et une autre artiste que j'ai rencontrée, que j'ai découvert en études, en histoire de l'art, c'est, si je dis pas de bêtises, Artemisia Gentileschi. Ah, je connais pas ça. C'est une artiste italienne qui date de la Renaissance. Et elle avait un style un peu comme le Caravage. Alors, on connaît beaucoup le style Caravage, sauf qu'en réalité, Artemisia Gentileschi était tout aussi douée que cet homme-là. Sauf que comme toujours, souvent on retient les hommes. Et le parcours et la création, les créations de cet artiste sont vraiment très intéressantes parce que elle a été heurtée très tôt au fait de ne pas pouvoir entrer dans des ateliers de peinture, par exemple, parce que c'était interdit. Et pour parler peinture, elle arrive à transmettre une énergie sanglante. Enfin, c'est elle, je sais pas si tu vois, il y a une peinture où il y a un homme qui se fait trancher la gorge par une femme. C'est une peinture qui est super connue et elle est extraordinaire. Ah, peut-être si. Ça te dit un peu quelque chose? Je crois. Une peinture un peu gore, comme ça. L'homme a un peu les cheveux longs. Oui. Oui, si. C'est oui. ça. Ok, d'accord, oui. Et je veux pas dire de bêtises, mais c'est elle qui a fait ça et c'est extraordinaire. La technique, enfin... Voilà. Voilà. Je sens qu'on pourrait en parler encore pendant des heures. 3 artistes qui m'inspirent. Ok, et du coup, comment tu décrirais ton style? Si je devais décrire mon style, je dirais... y a un terme qui est un petit peu fourre-tout, c'est abstrait. Un autre terme qui est aussi fourre-tout, c'est contemporain. Donc je dirais que j'oscille entre les deux. J'ai pas vraiment de terme, parce que je me limite pas non plus à que de l'abstrait, parce que je fais aussi du réalisme. Je saurais pas donner de qualification. Ok, y a pas de souci. Comment gères-tu ta créativité et l'inspiration lorsque tu traverses des périodes de blocage? Très important comme question, ça. Et très personnel, parce que c'est très très dur. C'est très très dur Enfin, j'ai beaucoup de mal avec les périodes de creux, et d'ailleurs je suis dans une période de creux. J'ai pas envie de peindre, je suis pas inspirée, je vis très mal cette période-là, parce que j'ai l'impression qu'il y a une part de moi qui peut pas fleurir. Et avec le temps, j'apprends, et les conseils aussi. C'est souvent ce qui revient, c'est à ces moments-là, il faut juste prendre du recul et lâcher tes pinceaux, pas te forcer. T'inspirer et rechercher ce qui te fait vibrer dans la peinture pour pouvoir après revenir dans ce moment-là. Mais ça prend du temps. C'est un moment qui prend beaucoup de temps. Et en fin de compte, ça revient de façon assez régulière parce que les moments de blocage, je me rends compte, c'est souvent des moments où je suis en réflexion et où j'aspire à faire d'autres choses, ou des moments où je découvre de nouvelles choses, où il y a des moments où on a des révélations. Et ben c'est souvent ces moments-là. Et c'est encore plus dur du coup. Mais pour en sortir, le temps, c'est le seul secret, c'est lui qui lave tous les mots. C'est ce que je me disais la dernière fois, c'est qu'en vrai, que ce soit des artistes ou pas, mais quand on vit des moments de creux comme ça dans la vie, où on a l'impression qu'on est bloqué, que rien ne se passe, qu'on ne sait pas trop où on veut aller, ce serait, comme tu disais, de prendre le temps de réfléchir, de prendre ce temps pour se poser avec soi-même. Et au final, c'est vrai que en prenant justement ce temps-là, la plupart du temps, les choses deviennent beaucoup plus claires et les choses, du coup, arrivent un peu comme l'univers qui te dit pose-toi, réfléchis, t'inquiète pas, je m'occupe de tout, ça va venir. Mais juste, voilà, là, t'as besoin de ce moment de creux-là pour réfléchir, pour te renouveler, pour te recentrer. Et c'est vrai qu'en tant qu'artiste, qu'on soit peintre, qu'on soit chanteur ou comédien, ou on ressent tous, photographe, tout ça, on ressent tous ce petit moment-là
au final, on a envie de s'arracher les cheveux parce qu'on se dit on a envie de créer. On a envie de créer, Oui. on a envie, mais... On est dans cette parce que c'est un blocage. Ouais. Il y a cette frustration de pas arriver à saisir ce que tu veux saisir, à exprimer ce que tu veux exprimer, et même des fois tu ne ressens même pas, tu n'arrives pas à ressentir, et tu veux l'exprimer. Enfin bref, C'est compliqué. ça part dans des trucs. Mais voilà, moi je suis d'accord avec toi, la meilleure chose à faire, c'est Oui. prendre le temps, de Oui. pas se forcer, parce qu'au contraire, ça crée encore plus de frustration et ça donne encore moins envie. Là où c'est difficile, c'est que quand on vit de sa peinture, Ouais. on ne peut pas trop s'octroyer ces moments de pause, ces moments où on a envie d'arrêter rien en fait, faire, ouais. ces moments où on bloque parce que il faut manger. Faut payer les Mais factures. ça c'est le choix à faire. C'est un choix entre soit je suis auto-entrepreneur et artiste, je vis de ma peinture, soit j'ai un travail à côté et je fais des peintures de temps en temps, je fais des expos ou je mène ma vie artistique, mais en tout cas à côté j'ai une stabilité financière. Chacun gère comme il peut et comme il veut, quoi. Alors maintenant, on va redonner un coup de chaud à couleur. Ça vous dit? On se repose des questions? Vas-y. Un petit quiz? Vas-y. Alors, 4e question. On va voir si tu... En vrai, là, pour le moment, t'as tout Pour bon. l'instant, c'est un sans faute. C'est un sans faute. Ok. Voilà. Alors, quel est ce tableau? Ouh là 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 là. Réponse A. La naissance de Vénus d'Alessandro Botticelli. Réponse B. La persistance de la mémoire de Salvador Dali. Réponse C. La promenade de Claude Monet. Ou réponse D. La scène de Léonard de Vinci. C'est la deuxième. La persistance de la mémoire de Salvador Dali? Oui. Sûr? Sûr. Tu valides? Je valide. Bravo, ça te fait 4 points. J'ai hésité. T'as hésité avec laquelle? Ben, en fait, j'ai hésité parce que je savais pas qu'elle s'appelait comme ça, la peinture. Ah, du coup, c'est quand j'ai dit Dali, tu t'es... C'est ça. Ouais. En plus, j'ai flouté un petit peu, donc j'ai voulu te mettre un peu... Je t'ai pas piégée. Pas trop. 5e question. À quelle technique peut être associé le lac Léman de William Turner? Réponse A, l'aquarelle. Réponse B, l'acrylique. Réponse C, la peinture à l'huile. Ou la réponse D, la peinture à la cire. Turner Je crois que c'est de l'aquarelle. T'es sûre? Il me semble que c'est un peintre aquarelliste, oui. Tu valides? Je valide. Bravo. Non, en vrai, t'es forte, hein. T'avais peur et tout, mais là, sans faute. Bravo. Donc, 6e question. D'où vient le peintre Gustav Klimt? Oui. Réponse A, l'Italie. Réponse B, la Russie. Oui. Réponse C, la France. Oui. Ou réponse D, l'Autriche. J'hésite entre Autriche et Russie. Ah. Tic, tac. Klimt. Tic, tac. Autriche et Russie. Allez, je vais dire Autriche. Autriche. Ouais. Tu valides? Je valide. Bravo. Non, mais en vrai, t'assures. J'hésite. T'assures. Donc là, ça te fait 6 points. 6 points sur 10. Pas mal. Peut-être que tu vas avoir 11 avec la question bonus, hein, on va savoir. Je sens que tu m'as mis un petit piège. Non, je te jure que non, il n'y a pas de piège. Dernière question de la partie artiste. Peux-tu nous parler de l'une de tes œuvres qui te tient particulièrement à cœur et nous expliquer son histoire et son sens? Je dirais que c'est une peinture que peu de gens connaissent parce que c'est un portrait de famille. Je me suis inspirée d'une photo où j'étais bébé chez ma grand-mère dans les petites piscines dans le jardin. C'est une peinture que j'ai réalisée sur les draps pour les bébés. D'accord. Les draps Les pour dormir, couvertures, oui, oui. voilà, les petits draps qui appartenaient à mon petit frère qui maintenant a 14 ans, je suis un bébé. Mais ce qui m'a intéressée et ce que j'aime beaucoup dans cette peinture, c'est le côté déjà d'être sortie de la toile pour travailler sur du tissu, un tissu qui en plus a une histoire, et de l'utiliser comme support pour en faire une peinture qui reprend la famille. Et en fin de compte, c'est comme un drap
qui reprendrait les souvenirs de la vie. Et le drap, c'est important parce que c'est aussi comme une seconde peau. C'est ce qu'on met par-dessus nous quand on va se coucher, ou c'est quelque chose de chaleureux, de réconfortant. Et c'est un mélange de notions et d'inspiration qui me touche particulièrement parce que c'est une construction aussi où j'ai mêlé une case de Sinnamarie, de ma famille, avec une autre case de ma grand-mère, enfin, avec beaucoup de couleurs toujours, mais cette fois des couleurs toujours très pures. Donc je suis restée sur une palette très vive avec une symbolique très importante à mes yeux. Mais je dirais que c'est celle à laquelle je tiens le plus, c'était il y a 3 ans. 3 ans, ok. Ouais, donc c'est assez récent quand même. Et elle est exposée quelque part? Elle est roulée quelque part dans une maison quelque part. Je sais plus où elle est. Elle était censée être chez ma mère, mais elle a déménagé, donc je sais pas ce qu'elle en a fait. Ah, ok. Bon, bah, j'espère que tu vas la retrouver quand même. Oui, j'accorde pas trop d'importance à la toile en fin de compte, mais plus à son souvenir. Et je suis obligée de le faire, parce que vu que je dois en vendre, je peux pas t'attacher, dessus, mais je m'attache au souvenir. Donc, ouais, c'est vrai que quand du coup tu crées et que tu vends ta toile, c'est pas difficile de c'est dur parce que c'est quelque chose que tu as mijoté, c'est comme un bon petit plat, t'as préparé, etc. Et tu sais qu'il est chuite, mais tu sais que tu peux pas le garder. Donc ça fait mal, mais comme une recette de cuisine, ça fait plaisir de partager. Et on va dire que c'est mon réconfort. Ouais, de voir la personne apprécier du coup. C'est ça, parce que je sais que les gens, quand ils voient mes tableaux souvent, c'est un coup de cœur. Donc c'est un coup de cœur, la personne, elle s'est plongée dedans et elle a ressenti des choses qui l'ont... Et moi, c'est ce qui me plaît. Donc ça me va. Ok. Donc du coup, on va passer à la partie art. Donc ton nom d'artiste, c'est Couleur. Oui. Ta signature artistique, c'est Matière Métisse. Oui. Peux-tu nous expliquer la signification derrière ces choix de mots et comment cela se reflète dans tes œuvres? Quel rapport du coup as-tu avec la matière et la couleur? Alors couleur déjà pour commencer, parce que je viens de Kourou. Donc je suis très contente de faire cette interview à Kourou avec toi. Et ouais, big up Kourou. Et donc c'était un jeu de mots entre Kourou, couleur et l'heure, parce que chacun a sa propre perception de la couleur. Mais en définitive, chacun a sa propre perception du monde, tout simplement. Et ce qui me plaît dans ce jeu de mots, c'est que ça me permet d'avoir un pseudo qui permet aux gens aussi de savoir vers quoi on s'oriente à la couleur, et en même temps ça me permet de poser directement les bases avec ce jeu de mots et ces énigmes, et savoir comprendre, enfin essayer de comprendre d'où ça vient, etc., et comment tout ça s'est assemblé. Parce qu'il y a un point aussi au milieu de couleurs, et c'est comme un assemblage, c'est comme le puzzle de la vie, c'est plein de significations. Et Matière Métisse, c'est parce que je suis une enfant métisse et que le métissage c'est quelque chose d'assez compliqué, parce qu'il y a une quête identitaire qui se fait très longtemps, pas pour tous, mais souvent. La meilleure façon de décrire Matière Métisse, ce serait la couleur et le métissage. Parce que en fin de compte, le métissage, c'est un brassage, et d'héritage, c'est un brassage de culture, c'est un brassage de plein de choses. Et la couleur, c'est pareil. Ça va être un brassage, un métissage de plusieurs couleurs qui permettent d'arriver à un résultat à la fin. Et matière, c'est pour la substance, pour tout ce qui nous compose, pour tout ce qui est. Et métisse pour le mélange, côté cosmopolite de la vie. Pas mal. J'aime bien cette définition. J'ai du mal souvent à l'exprimer, mais... Non, moi j'aime bien, c'est très beau. Ça, c'est clair, du moins. Si c'est clair, c'est bon. Oui. T'inquiète pas, c'est clair. Et du coup, quel rapport as-tu avec la matière et la couleur? La matière, c'est important, et je cherche de plus en plus à la travailler. La matière pour le côté texture. C'est important pour moi, les différentes matières et les différentes textures,
parce que c'est ce qui crée l'identité d'une chose. Il est omniprésent. Il est omniprésent parce que la matière est omniprésente. Et la couleur parce que ce rapport pas toujours omniprésent en fin de compte. Parce que je me rends compte que je fais de moins en moins attention à elle. Ok. Et que je vois les choses de façon souvent de plus en plus binaire, noir et blanc. Oh. On verra. C'est peut-être parce que c'est le creux là en ce moment et que... C'est pas mal. Donc là, du coup, on va parler du body painting. Donc c'est quelque chose, c'est une nouvelle technique que tu as développée très récemment. Comment as-tu découvert du coup la peinture sur peau? Oui. Et pourquoi as-tu décidé de l'intégrer du coup dans ton art? Alors, j'ai découvert la peinture sur peau quand j'étais en CAP esthétique. On a participé à un concours. Je n'avais jamais pratiqué ça et je connaissais pas. En fait, on devait peindre sur des visages sur le thème de la zénitude. Ok. Donc chacune avait la possibilité de faire ce qu'elle voulait. C'est à ce moment-là que j'ai découvert qu'il était possible de peindre sur corps. J'avais déjà vu ça chez Yves Klein, qui met de la peinture sur des corps de femmes nues et après elles font des empreintes sur leur corps. Donc après, déjà qu'il a créé son bleu, et en plus il a créé des motifs avec des empreintes de corps. Très belle inspiration aussi. Mais et donc ces deux personnes-là, ces deux événements-là, circonstances-là, ont fait que je me suis intéressée au body painting. Et puis j'ai fait une séance avec une copine, on était au parc. Et c'était assez libérateur. Et on s'est plutôt bien amusé. Et moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à peindre sur la peau. Et peindre sur la peau, ça me permet de sortir du cadre de la toile. Ça me permet d'aller encore plus vers le vivant. Et d'avoir une interaction encore plus honnête et sincère et encore plus authentique. Puisque c'est une œuvre qui va être éphémère, avec quelqu'un avec qui je vais créer un lien que je connais pas forcément, mais juste la gestuelle et juste le contact va déjà créer quelque chose. Et c'est ce qui me plaît beaucoup dans le body painting, parce qu'il y a autant cette partie artistique de créer, ce côté humain, et ce côté aussi où il y a de la photo. Donc ça permet d'avoir plusieurs domaines, une palette de différents supports sur lesquels je peux m'exprimer, surfer ou même découvrir. Ça me permet d'apprendre aussi, de me dépasser mes limites. Et du coup, j'imagine que ça t'apporte un plaisir différent de faire sur un corps avec des formes, plutôt sur une toile qui est plate. C'est ça. Et du coup, là, au final, du coup, quand tu traces ton trait comme t'as fait sur moi, en suivant du coup les formes de mon muscle, de mon épaule, etc., j'imagine que c'est différent. C'est plus difficile. Ouais, c'est plus difficile parce que justement, il y a ce côté 3D. Il faut réussir à appliquer la juste pression avec le pinceau pour continuer à avoir un trait léger. Et c'est dans ça en fait que réside toute la complexité du body painting. C'est de jouer avec la légèreté et en même temps le corps pour apporter un résultat esthétique. Bien que c'est pas ce qui m'intéresse réellement, le résultat esthétique, ça pourrait être vilain, que pour moi ce serait pareil. Pour moi c'est plutôt le contact. Okay. Tu vois ce que tu as ressenti quand le pinceau passe? Je sais pas si... D'ailleurs, qu'est-ce que tu as ressenti? J'ai bien aimé, j'ai apprécié, du coup, surtout de pas savoir en fait ce que t'allais faire. Oui. Je suivais vraiment attentivement tes mouvements. C'est vrai que du coup, de sentir, après c'était pas vraiment un pinceau comme t'as l'habitude d'utiliser, mais de ressentir déjà même la sensation, le feutre. Non, j'ai beaucoup apprécié, c'était agréable. J'ai bien aimé. Alors j'imagine surtout le corps, avec la peinture, ça doit être différent. Dans un cadre, etc. Parce que du coup, tu fais ça souvent en extérieur. C'est ça, on va à la plage, à Rivière-Montjoly souvent. Et puis on trouve un petit coin, on s'installe et ça dure à peu près 3 heures. Le temps de s'installer, petit atelier bien pour être assez confortable. Ou sinon, des fois, ça finit sur un tronc d'arbre. Elle s'asseye et puis on profite du paysage. Il en faut peu des fois. On va refaire un quiz. C'est parti. C'est
Prête? Vas-y. J'aime bien parce que ça te donne vraiment un petit coup Je de... suis à fond, hein. Alors, question numéro 7. Quelle couleur faut-il pour obtenir du marron ou du brun? Réponse A, du orange et du bleu. Ok, Réponse B, du orange et du noir. ok, Réponse C, du jaune, du rouge et du blanc. ok. Ou réponse D, du rose et du vert. Ah. Quand j'ai trouvé la réponse, j'étais assez surprise. Je pensais pas du tout que c'était ça. Du marron ou du brun? Oui. Marron. Mhm. Donc tu m'as dit rose et vert, Rose et vert à la fin, oui. Tu veux que je te répète les réponses? s'il te plaît. Réponse A, du orange et du bleu. Ouais. Réponse B, du orange et du noir. Mhm. Réponse C, du jaune, du rouge et du blanc. Réponse D, du rose et du vert. Compliqué. Mhm. J'hésite entre rose et vert. En fin de compte, les deux aussi se valent, hein, parce que si tu prends du orange et que tu mets du noir, ça va tendre vers un marron. Mais si tu fais aussi la première possibilité, ça tend aussi vers un marron. C'est juste que ce sont des marrons différents. Et la dernière, bon, faut bien que je choisisse, c'est ça. Bah, je prendrais la sécurité, je dirais la première, marron, orange et bleu. Et bleu, t'es sûr? Non, je suis pas sûre. En plus, surtout si tu me dis que ça t'a étonné. Bon, allez, je vais dire rose et vert. T'es sûr? Ok. Du coup, je pense que je vais partir sur orange et bleu. Orange et bleu. T'es sûr? Oui. Bravo. Donc du coup, là, on était à la question 7. Oui. 7, donc ça te fait 7 points. C'est ça. Bravo. Franchement, là, vraiment un sans faute. Hein. Je suis... Non, on n'y est pas encore, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Ok. Tu m'as dit c'est jusqu'à 11. Ok, donc 8e question. Hop. Ah. Ah. Dans le tableau, la jeune fille à la perle, de Joanne Vermeer. De quelle couleur est le ruban de la fille? Réponse A, vert. Réponse B, bleu. Réponse C, rouge. Ou réponse D, jaune. Il est bleu, je le connais parce que je le déteste. Je supporte pas. On a dû le peindre en fait. Ah, je savais même pas en plus. J'ai vraiment choisi au hasard. On a dû réaliser ça, c'était une horreur. Donc je pense que c'est bleu, j'espère. Après avoir passé autant de temps sur elle. Là, Désolée d'avoir choisi une peinture qui te trigger. Non. Si je me trompe que là c'est... Dis-moi. Non, du coup c'est bien bleu. Okay. Bravo. Ah là là. Donc je la range. C'est Trop bon, ça y est. Elle est super dure à faire. Ah ouais? Du coup t'as fait ça du coup pendant le... En études. En études? Ouais, on a fait ça parce qu'on devait faire aussi des reproductions de peinture. Waouh. Ça m'a fait pleurer. On devait, ils nous donnaient, on a fait une des peintures de Léonard de Vinci, en fait une main. Oh. Ouais. Et justement, on apprenait les techniques. Donc, comment l'artiste a fait pour donner cette impression-là. Ah ouais. Ouais, ça devait être très très dur, effectivement. Ouais. 9e question. Quand est-ce que l'art abstrait a-t-il fait son apparition? Réponse A, au 15e siècle. Réponse B, au 18e siècle. Réponse C, au 20e siècle. Ou réponse D, au 12e siècle. Ok, au 20e siècle. Au 20e siècle? Ouais. T'es sûre? Ça, je sais que t'es sûre, de toute façon. Je pense, 1900, ça arrivait tard. Bravo. 9 sur 9. 9 sur 9. Vraiment un sans faute. Là, il t'en reste 2. Ouais. Normalement, tu les as. Ok. Bon, on va continuer sur la partie art, du coup. Quelles sont les techniques artistiques que tu préfères utiliser dans ton travail et pourquoi? Je préfère utiliser la peinture à l'huile parce que ça permet... Le temps de séchage est plus long. Donc, vu que le temps de séchage est plus long, ça permet de revenir et de retravailler dessus. Alors que la peinture acrylique, ça me biaise un petit peu. Ça va trop vite. Ça me permet pas de retravailler mes couleurs. Donc, je dirais que je préfère la peinture à l'huile et l'aquarelle. Ok. L'aquarelle pour ce côté très transparent en fait.
J'aime bien. Et j'aime bien aussi l'aquarelle, c'est côté doux, ouais, c'est un peu translucide, ouais, j'aime beaucoup. Est-ce que tu as une œuvre que tu as fait entièrement à l'aquarelle? Oui. Ouais. Ouais, j'ai un paysage des roches. Sur le corps, du coup, c'est quel genre de peinture que tu utilises? Alors sur le corps, je peux utiliser donc les zones, les bras par exemple. Et s'il n'y a pas d'allergie ou les jambes, je vais utiliser de la peinture acrylique, puisque ça sort assez facilement, ça sèche aussi assez rapidement. Si la personne n'est pas allergique, ça ne crée pas de réaction, donc il n'y a aucun problème. Ou sinon, si ça va être des zones déjà pour les enfants, pour le visage, ou sinon des personnes qui font des réactions, ou une femme enceinte, etc., je vais utiliser Make Up Forever. Ok. Make Up Forever, Rémi Montjoly, ou sinon du matériel de body art spécialisé en fait pour le côté dermatologique. T'arrives à trouver ça facilement ici ou... Ça a été difficile au début, et en plus d'être difficile, c'est cher. Donc ça me permet de compenser avec l'acrylique qui est plus abordable et où j'ai plus de matière, avec la peinture body painting qui permet d'avoir quand même plusieurs textures, hein. Ça peut être gras, ça peut être à l'eau, etc. Mais il y a une petite boutique à Cayenne, Make-up Atelier, ils font plein de choses. Si, je connais, de nom, mais j'y suis jamais allée. Ok, d'accord. Et est-ce que du coup, ça t'est déjà arrivé de mélanger aussi différentes peintures ou... Oui. Ouais. La dernière séance que j'ai faite, par exemple, j'ai fait une première base à l'acrylique, donc ça a séché. Et par-dessus, j'ai retravaillé avec la peinture Make Up Forever qui elle est plus grasse et qui ne sèche pas. Et ça a donné un effet sympa. Ça me permet aussi de voir ce que ça rend avec les différentes matières. Donc oui, des fois, je mélange. Et est-ce que du coup, quand t'as fini, t'effaces tout sur le moment ou la personne repart avec? La personne repart avec. Des fois, la personne va au restaurant avec. Ça doit être cool. Ils vont au travail avec. Je sais pas combien de temps je vais garder ça quand même, ça va être un peu compliqué. Ça part, hein, ça va partir à l'eau sans problème. Ouais, mais j'ai pas envie. J'ai envie de le garder un peu. Je vais faire plein de photos comme ça, au moins, je vais avoir plein de souvenirs. Quel message ou émotion aimerais-tu que les spectateurs retirent de ton art? Toutes les émotions, tout ce qu'un être humain peut ressentir, ça me va. Même si c'est du dégoût, même si c'est de l'incompréhension. Tant que j'ai touché la personne, c'est bon. Il y a du moment que ça exprime quelque chose. Et est-ce que tu aimerais quand même que la personne ressente ce que toi tu as ressenti? Pas spécialement. Non. C'est pas quelque chose qui m'intéresse. Justement, je suis plutôt à la recherche d'autres choses. Une nouvelle vision, une nouvelle interprétation. Après, souvent, on se retrouve dans ce qu'on a ressenti. Mais non, c'est vraiment très libre. Et justement, je fais des toiles aussi qui peuvent changer de sens. Et ça permet aussi d'évoluer avec la peinture. Et souvent, quand j'ai des clients, ça change d'espace, ça change de pièce, ça change de sens. Et les gens me disent aussi que ça bouge avec eux et que c'est la vie. Et moi, c'est tout ce qui m'intéresse. Je n'ai pas besoin de savoir s'il a vu la fenêtre que j'ai voulu mettre là. Ok. On va passer à la partie future, du coup. Donc, tu tiens à te consacrer à 100% maintenant à ta passion. As-tu des projets artistiques en prévision? Si tu peux en parler ou... J'en ai pas pour l'instant de projet artistique en prévision. Je suis en train de travailler sur un projet en ce moment. C'est un travail en collaboration avec la marque New Cayenne pour faire de la customisation de t-shirts. Ça, c'est pour le moment. Trop cool. Et à venir, je ne sais pas encore. Mais je sais que parmi les envies à l'avenir, faire une exposition, mais pas en Guyane, ailleurs. Je ne sais pas encore où, mais ailleurs. Et créer une installation. Ça, j'ai envie de faire. Passer sur du plus grand et faire une sculpture, quoi. Ou une structure, du moins. Ok. Si tu fais de la sculpture aussi, t'as déjà... J'ai déjà fait de la sculpture. Ça m'a pas plu plus que ça pour l'instant. De la poterie peut-être. Ok. Céramique, poterie, ça m'intéresse bien. Mais la sculpture, non, c'est trop fatigant. Et en termes de structure, on peut aussi sculpter par exemple avec du fil de fer ou ce genre de choses-là, tu vois, dans ce sens-là. Ok, d'accord. Est-ce que tu as déjà quelque chose un peu en tête ou... J'ai déjà réalisé un bonhomme qui devait faire 2 mètres avec de la cage à poules. Waouh, 2 mètres? Ouais. Toute une structure, c'était très intéressant. Je l'ai pas terminé. Je voulais par-dessus rajouter des trucs et tout, mais pas encore fini.
Des projets qui se restent dans le coin comme ça. Que tu reprendras au bout d'un moment quand tu auras l'inspiration qui revient. Et bah, du coup, je te souhaite beaucoup de projets qui viennent. Parce que franchement, je sais que tu as beaucoup de talent et je sais que tu peux faire beaucoup de choses incroyables. Donc, je te souhaite vraiment plein de projets à venir. Merci. Comment décrirais-tu ton évolution artistique depuis tes débuts jusqu'à aujourd'hui? Très intéressante aussi comme question. Je dirais que j'ai bien évolué, bien appris. Et je pense que la peinture m'a beaucoup plus apporté que je n'ai apporté à la peinture. Et je dirais que j'ai pas encore fini d'apprendre, mais que j'ai bien avancé. J'en suis là. Toujours cette envie d'apprendre et de te dépasser. Oui. Quoi. De toute façon, tu as l'air de te dire que même s'il y a des techniques que tu maîtrises, tu veux toujours explorer des nouvelles choses et c'est que c'est pas vraiment une finalité, une fin là, quoi. Je pense pas qu'il y en aura jusqu'au bout. Après, il y a des artistes qui s'arrêtent. Hein. Oui, c'est pour ça que mais il y en a qui continuent. J'aimerais bien faire partie de ceux qui continuent jusqu'à la fin. Frida Kahlo avec son bâton, Matisse avec ses petits ciseaux. Il avait même une assistante à la fin puisqu'il pouvait plus rien faire, mais il continue à créer puisque son cerveau fonctionnait. Faudrait une assistante. Oui, ou un assistant. Si tu devais envoyer une lettre du futur à ton toi plus jeune, qu'est-ce que tu lui dirais? Quel conseil tu lui donnerais? Je dirais que j'aimerais bien inverser la question. Ok. Et plutôt voir ça si mon moi de quand j'étais petite avait pu m'écrire une lettre pour me donner du courage. Parce que j'ai l'impression que quand j'étais plus jeune, il y a cette insouciance, cette audace, cette invincibilité que j'ai un peu perdue avec le temps, qui est là toujours, mais qui a ses quelques failles. Et tu vois, par exemple, je pense qu'aujourd'hui, je pourrais écrire une lettre pour moi dans 40 ans. Parce que je pense qu'il y a des choses qu'on perd avec le temps. Et je pense que ce petit bout de papier, il m'aurait permis de me souvenir de plein de choses que j'ai sûrement perdues. Mais si je pouvais dire à la petite fille que j'étais quelque chose, je lui dirais que je n'ai rien à lui dire parce qu'elle sait déjà tout ce qu'elle doit faire. Et que c'est elle qui m'apprendra plus de choses aussi. Grandir, on dit grandir, devenir adulte, tout ça là, c'est... Bref. Grandir, c'est difficile. Grandir, c'est... Être adulte, c'est dur. Puis même là, avec l'atmosphère, le climat qu'on a en ce moment, c'est vrai qu'être adulte, c'est un petit peu compliqué. Après, je pense qu'on va s'en sortir et qu'on va vivre... d'autres choses, de belles choses, hein, et puis c'est pas la fin du monde, enfin normalement, c'est jamais, on sait pas, hein. Vu ce qui se passe en ce moment, on va savoir, mais on sait pas, mais on va s'en sortir. On continue, on tient le bout et ok, bah écoute, on va passer aux dernières questions du quiz. Ok. On va voir si tu vas faire vraiment un sans faute. Ok. Il t'en reste juste 2. Ok. Très connue celle-ci. Ouais. Alors, question 10. Ouais. La liberté guidant le peuple d'Eugène Delacroix est une peinture de nu. Réponse B, peinture d'histoire. Réponse C, peinture mythologique. Ou réponse D, peinture portrait. Peinture d'histoire. Peinture d'histoire. Ouais. T'es sûre? Bah, il y a du nu aussi, mais ça se réfère plutôt à l'histoire. C'est un moment historique, donc je dirais une peinture d'histoire. Bravo. Là, tu mets les deux. Tu me regardes. Je laisse planer un petit peu, quand même. Et ça va, j'ai pas le tic-tac. Hein. Ok, oui, c'est vrai. Donc là, du coup, ça te fait 10 sur 10. Okay. En soi, là, normalement, c'est bon. C'est bon. T'es au top. Mais il y a la question bonus. Tu veux la faire quand même? Vas-y. Donc, dernière question. Elle est vraiment facile, c'est vraiment la question bonus. Où est exposée la Joconde? Ok. Réponse A, au musée d'Orsay. Réponse B, au Museum of Modern Art de New York. Réponse C,
au musée du Prado. Aux réponses D, le musée du Louvre. Le musée du Louvre. Allez, celle-ci, je te fais pas suspense. De toute façon, on sait que... On est d'accord. Bah, du coup, bravo. Merci. 11 points sur 10. Points. Franchement, bravo. Très bonne question. Il y a eu des petits pièges, hein. Non, arrête. Si, j'étais fébrile hein, avec ta peinture à la cire, là. Je oula. Je connais Pourtant, pas tout. je me suis dit, j'allais faire facile. Non. Parce que je connais pas tout, ça aurait pu. Au final, tu as montré Oui. que tu connaissais tout. Oui. Voilà. Donc, Merci. il faut pas douter de toi. Non. Say. Donc, du coup, on va passer à la toute dernière question. Et c'est une question vraiment que j'adore garder à la fin et terminer là-dessus. As-tu des conseils du coup pour les jeunes artistes qui aspirent à suivre leur passion malgré les défis qu'ils peuvent rencontrer, donc comme la stabilité financière, les refus, les échecs, etc. Si je devais donner un conseil, je dirais qu'il faut avoir beaucoup d'audace pour pouvoir réaliser ses rêves et de savoir réellement ce qu'on veut, ce qui est très difficile, parce qu'on a beaucoup de possibilités, je trouve de plus en plus de nos jours. Les portes sont ouvertes, internet, téléphone, on peut tout créer, on peut tout faire. Mais de savoir vraiment ce qu'on veut et qui on est, et prendre le temps de faire les choses. Ma mère dit quelque chose de très intéressant, le temps ne respecte pas ce qui est fait sans lui. Très bel adage, j'aime beaucoup. Et ben on a fini. Ça a été oui. Ça a été une discussion agréable comme le lac, oui, le glacier. Voilà, c'est ça, c'est agréable. Je t'avais dit que ça allait être une petite discussion. Non, mais quand même un peu plus... Pro. Oui, un peu plus stressant puisque c'est structuré. Mais ça s'est très bien déroulé. Oh bah super, je suis contente de t'avoir accueilli du coup dans ma chaise. Retrouvez du coup l'univers de couleurs sur son réseau Instagram, je vous le mets du coup en bas. Puis merci à vous d'avoir regardé toute cette vidéo, j'espère aussi qu'elle vous a plu. N'hésitez pas du coup à laisser des commentaires, mettez des likes et abonnez-vous aussi s'il vous plaît parce que j'ai des vues mais j'ai pas d'abonnés. Abonnez-vous vraiment pour que je puisse toucher l'argent de YouTube. Merci. Et puis je remercie aussi du coup le Mercure Kourou Ariatel pour l'accueil. C'est vraiment un cadre magnifique. Si vous avez l'occasion, venez y faire un tour. Il y a la piscine, les gens sont super sympas. Puis le lac juste à côté, le cadre vraiment au top. Si vous voulez me soutenir et faire un don, comme d'hab, Tipeee, je vous mets aussi l'adresse juste en bas. Là, voilà. Merci encore, merci pour le soutien, merci pour l'amour. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!